En 2010, en Écosse, la disparition de Zoe Nelson, une adolescente de 17 ans, a profondément choqué le pays. Ce jour-là, Zoe avait quitté la maison familiale en colère, à la suite d'une dispute avec sa mère et sa sœur cadette, Laura Ann. Elle n'est jamais rentrée. Quelques jours plus tard, son absence inquiétante faisait les gros titres. Née le 13 août 1992 à Wishaw, Zoe vivait avec sa mère, son père et ses deux jeunes sœurs dans le village de Newman, une ancienne cité minière située à une vingtaine de kilomètres de Glasgow. Élève au Motherwell College, elle y étudiait la réparation de carrosseries automobiles et y était décrite comme une jeune fille populaire, entourée de nombreux amis. Mais dans sa vie privée, une tension insidieuse couvait. Elle partageait une relation conflictuelle avec sa sœur Laura Ann, âgée de 16 ans, car toutes deux fréquentaient le même garçon, Robert Bain, un jeune homme de 20 ans qui habitait non loin de chez elle. Le 22 mai 2010, Zoé est aperçue avec Robert à l'extérieur de chez lui. Laura Ann, qui les voit ensemble, se précipite dehors, furieuse. Une violente dispute éclate entre les deux sœurs. Leur mère, Marianne Nelson, témoin de la scène, tente de les séparer. Elle se souviendra plus tard avoir crié à Zoé « Va-t'en, vache, il ne revient pas ». Zoé a obéi. Elle est partie. Et n'a plus jamais reparu. Vers 23h ce même soir, plusieurs habitants du quartier ont remarqué une étrange odeur de fumée provenant du bois voisin, un endroit surnommé Monkey Hill. Parmi eux, Shirley Nelson, la tante de Zoé, se souvenait avoir senti une forte odeur en étant assise dans son jardin avec sa sœur. Mais comme il faisait chaud, elles n'y prêtèrent pas vraiment attention. Le lendemain matin, n'ayant toujours pas de nouvelles de Zoé, plusieurs membres de la famille ont tenté de la joindre. En vain. Le 23 mai au matin, Stuart Bell, un fonctionnaire de 45 ans résidant à Wishaw, part faire du vélo dans le bois à proximité de chez lui. Il tombe alors sur ce qu'il croit d'abord être un mannequin brûlé. En s'approchant, il réalise avec horreur qu'il s'agit d'un corps humain calciné. Il retourne chez lui précipitamment et appelle immédiatement la police. Les autorités arrivent rapidement sur les lieux et établissent un périmètre de sécurité. Le choc est immense. Jamais un tel drame n'avait frappé cette petite communauté. Peu de temps après, la famille Nelson est informée, le corps retrouvé est celui de Zoé. La mère, effondrée, déclare que sa fille était une adolescente typique, sociable, connue et appréciée de tous. Son 18e anniversaire approchait à grands pas. L'émotion est partagée jusque dans l'établissement où elle étudiait. Hugh Logan, directeur du Motherwell College, se dira bouleversé par la nouvelle, rappelant que Zoé était une élève populaire et appréciée. Une enquête de grande envergure est alors lancée. 50 policiers sont mobilisés. Derek Robertson, l'un des inspecteurs principaux, déclare que les forces de l'ordre feront tout pour retrouver le coupable. Il insiste, toute personne ayant vu Zoé entre 17h et 23h20 ce samedi-là devait se manifester. Il rappelle aussi que ce jour-là, le plus chaud de l'année, le bois de Monkey Hill était probablement fréquenté par des promeneurs et des riverains. Zoé est décrite comme mesurant un m68, de corpulence forte, avec des cheveux bruns jusqu'aux épaules. Le jour de sa disparition, elle portait un pantalon gris, un t-shirt blanc à manches longues et des baskets noires Nike. Les policiers analysent les caméras de surveillance, interrogent la famille, les amis, les voisins, épluchent les relevés téléphoniques et informatiques. Le 26 mai, ils publient les images de la dernière apparition de Zoé, espérant que cela raviverait la mémoire de potentiels témoins. Mais la réponse du public reste timide. Les enquêteurs créent donc une adresse mail dédiée pour recueillir les informations anonymement. Sur la scène du crime, les experts découvrent un bouchon de bouteille de tequila rouge en forme de sombrero, non loin du corps, et la bouteille vide correspondante de l'autre côté d'un sentier. Selon les analyses, Zoé aurait été exposée au feu durant près de 7 heures, rendant difficile l'identification précise de la cause du décès. Un sac plastique, partiellement fondu, recouvrait son visage, laissant penser à une possible asphyxie. Sa main droite, relativement épargnée par le feu, a permis de prélever 2 ADN, celui de Zoé, et un autre, masculin. Le 28 mai, plusieurs témoignages affluent. Un témoin affirme avoir vu un homme frapper Zoé à la tête vers 5h15 du matin. Un autre évoque un homme au visage tatoué marchant avec Zoé vers Newman. Un troisième dit avoir vu un individu très énervé frapper un lampadaire en jurant qu'il allait tuer quelqu'un ce soir-là. Tous décrivent le même homme, Robert Bain. À 20 ans, Bain avait déjà un long passé. Condamné pour violence,
libéré cette semaine avant la mort de Zoé, il avait été arrêté à plusieurs reprises durant sa minorité, sans conséquences graves. Alors que les enquêteurs s'apprêtaient à l'interroger, Robert Bain se présente de lui-même à la police de Wishaw au petit matin du 28 mai. Visiblement alcoolisé, il déclare que Stuart Campbell, un autre homme, lui aurait avoué avoir tué Zoé. C'est la première fois que ce nom est évoqué dans l'enquête. Mais les analyses ADN allaient bientôt contredire Bain. Le lendemain, la police confirme qu'un homme de 20 ans est en garde à vue en lien avec la mort de Zoé Nelson. Les résultats des tests ADN montrent une correspondance entre le profil génétique de Bain et celui trouvé sur le bouchon et la bouteille de tequila retrouvée sur la scène. Les experts expliquent que Bain et Zoé ont probablement bu ensemble dans cette bouteille. L'enquête scientifique a fini par livrer des preuves irréfutables. Les experts ont confirmé que l'ADN de Robert Bain avait été retrouvé entre les doigts de Zoé Nelson ainsi que sur le côté droit de sa poitrine. Selon la spécialiste Mary Campbell, la probabilité que cet ADN provienne d'une autre personne que Bain était de 1 sur 10 millions. Fort de ces résultats, la police a officiellement inculpé Robert Bain en lien avec la mort de Zoé Nelson, fondant ses accusations sur des preuves ADN et de nombreux éléments matériels. Pourtant, malgré la gravité des faits, Bain ne manifesta ni émotion ni remords. Il se montra même défiant envers les enquêteurs. L'un d'eux raconta plus tard qu'il l'avait vu frapper Zoé à la tête avec le doigt, lors d'un échange tendu quelques jours avant sa mort. Le 16 juin 2010, plus de 200 personnes se réunirent à la Coltness Memorial Church à Newman pour les funérailles de Zoé. Le cercueil fut ensuite conduit au cimetière de Cambusnethan à Wishaw. Dans l'assemblée, sa mère Marianne, ses sœurs Ashley et Laura Ann, et sa grand-mère Annette, figuraient parmi les endeuillés. Le révérend Graham Rayburn, qui dirigea la cérémonie, souligna l'impact que Zoé avait eu dans sa courte vie. Il évoqua une jeune fille rayonnante, toujours souriante, pleine de joie, attentive aux autres, généreuse, et passionnée de voitures rapides. Zoé était décrite comme un vrai garçon manqué, une mordue de mécanique qui supportait fièrement les Rangers, club de football écossais. Le pasteur rappela aussi que Zoé n'avait jamais pu rencontrer son petit frère, mais quelques semaines après sa mort. Elle espérait également revoir son père biologique pour ses 18 ans, un rendez-vous qu'elle n'a jamais pu honorer. Le procès de Robert Bain s'ouvrit, et il plaida l'innocence. Pourtant, les témoignages s'accumulaient. Plusieurs amis de Zoé rapportèrent qu'elle leur avait confié, une semaine avant sa mort, avoir subi des coups de la part de Bain. Il était décrit comme instable, jaloux et brutal. Il lui interdisait de voir certains amis et cherchait à la contrôler, bien que leur relation n'eût rien d'officiel. Libéré de prison seulement 7 semaines auparavant, Bain maintenait pourtant une influence inquiétante sur Zoé, et sur sa sœur cadette Laura Ann. Ce fut justement Laura Ann qui fit une révélation déconcertante durant le procès. Elle confessa avoir su que sa sœur était morte bien avant que le corps ne soit retrouvé. Elle avait gardé ce secret pendant 5 jours. Derrière un écran pour ne pas voir Bain, Laura Ann déclara qu'il l'avait conduite au bois, à l'endroit exact où reposait le cadavre de Zoé. C'était le 23 mai, au lendemain du drame. Elle expliqua être allée chez lui pour lui apporter des vêtements. Bain était nerveux, buvait de la vodka, et lui avait dit vouloir lui montrer quelque chose. En arrivant dans les bois, elle reconnut le corps de sa sœur grâce à un tatouage visible sur son bras. Selon son témoignage, Bain lui avait avoué avoir touché Zoé, et lorsqu'elle avait tenté de se défendre, il avait perdu la tête. Il aurait ensuite utilisé de l'oxygène pour brûler les traces de son crime. Malgré cette macabre découverte, Laura Ann raconta être retournée chez Bain, avoir marché à ses côtés, passé du temps sur son lit, écouté de la musique et même utilisé son téléphone pendant près d'1 heure. Une amie de Laura Ann, appelée à témoigner, confirma que celle-ci avait l'air tout à fait normale durant ces jours, bien qu'elle sache que sa sœur était morte. Interrogée sur son silence lors de sa première audition, Laura Ann expliqua avoir eu peur que sa mère ne la croie pas, peur d'être tenue responsable de la mort de Zoé. Elle révéla également que Bain l'avait menacée de subir le même sort si elle parlait. Le 25 mars 2011, après des semaines de procès, le jury rendit son verdict à l'unanimité, Robert Bain était déclaré coupable. Alors que le jugement était prononcé à la haute cour d'Édimbourg, Bain perdit le contrôle. Il se mit à hurler, insulter la famille de Zoé, et se battit avec les policiers et les agents de sécurité, allant jusqu'à blesser l'un d'entre eux. Le chaos fut tel que la séance dut être suspendue. Le procès reprit peu après, en l'absence de l'accusé. Bien que reconnu coupable du meurtre de Zoé Nelson, Bain fut acquitté de plusieurs chefs d'accusation secondaires, notamment le vol d'alcool à Newman le 22 mai, le comportement désordonné signalé à Wishaw,
le vol présumé du téléphone de Zoé, et les menaces adressées à un policier lors de son interrogatoire à Motherwell. Le 27 avril 2011, Robert Bain fut condamné à 20 ans de prison pour le meurtre, assorti de 6 années supplémentaires pour obstruction à la justice. Les 2 peines furent ordonnées à être purgées simultanément. La juge Lady Dorian qualifia son crime de « profondément perturbant » et de « choquant par ses circonstances ». À la sortie du tribunal, Shirley Nelson, la tante de Zoé, déclara sa déception. Pour elle, 20 ans n'étaient pas suffisants, une vie volée méritait une peine à vie réelle. Elle affirma qu'il fallait « revenir à l'ancienne époque et appliquer une vraie perpétuité ». Elle remercia malgré tout les soutiens reçus par la famille tout au long du procès. L'oncle de Zoé, Stephen Ince, prit aussi la parole. Pour lui, Bain avait mérité son sort. Sa violence et son comportement en cours ne faisaient que confirmer sa dangerosité, c'est un animal. Il sait qu'il est coupable. Le responsable de l'enquête, Derek Robertson, déclara que Bain n'avait jamais exprimé le moindre regret. Il espérait que le verdict apporterait un peu de paix à la famille, sachant que ce criminel était désormais derrière les barreaux. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Le 22 mars 2022, une nouvelle tragédie frappa la famille Nelson. Laura Ann, alors âgée de 29 ans, fut retrouvée morte dans son appartement après plusieurs jours sans donner signe de vie. Mère de 2 jeunes enfants, âgés de 3 et 4 ans, elle souffrait de diabète de type 1. Sa mort fut considérée comme naturelle, mais elle ajouta une douleur supplémentaire à une famille déjà brisée.